Donc on va commencer cette journée avec une conférence sur Hokkaido qui s'intitule Hokkaido, une île souvent oubliée, présentée par Émilie Vauzel. Voilà. Bonjour. Donc je vais juste me présenter vite fait. En fait, je suis étudiante dans une école de commerce à Quimper. Et pendant les études, on est amené en fait à faire des séjours au Japon. Donc j'ai été 2 fois 3 mois au Japon. Une fois à Osaka en 2012 et à l'automne dernier, j'étais à Sapporo sur Hokkaido. Et j'ai juste tellement aimé cette île que du coup, je partage l'amour. Parce que c'est juste trop bien et que pas assez de touristes y vont en fait. Tout le monde s'attarde trop sur Tokyo, Kyoto et tout, mais au nord aussi, c'est vachement bien. Baisse les lumières. Donc voilà, une petite situation géographique. Donc Japon, Hokkaido, c'est cette grande île tout au nord. En fait, c'est la 2e plus grande île du Japon, alors qu'elle n'est pas tellement connue. En termes de superficie, c'est un peu plus de 2 fois la Bretagne. Donc pour vous donner une idée, c'est quand même assez grand. Donc même si on passe 3 mois dessus, c'est quand même super dur de tout voir. Donc c'est pour ça que moi, pendant la présentation, je vais juste vous parler des endroits où j'ai été, parce qu'autrement, exposer mes talents, mes compétences en recherche sur Google, ça a un peu moins d'intérêt. Donc je vais juste vous parler des endroits où j'ai été. Avec, donc voilà, Hokkaido vu de plus grand. Donc là, moi où j'ai passé 3 mois, c'est à Sapporo pour les études. Donc j'étais dans un centre de langue japonais. Et j'ai voyagé à l'est, au Bihiro, il y a un petit lac bleu là, il y a un super lac ici, et tout au nord. Donc voilà, donc je vais vous montrer plein de photos pour illustrer tout ça. Si j'y arrive, donc on commence avec Sapporo, donc là où j'ai passé le plus de temps. Et donc présentation sommaire de la ville, parce que rien que sur Sapporo, je pourrais passer 1h30 sinon. Donc là, on voit la gare. Il y a une entrée ici, une autre derrière là-bas, et ces centres commerciaux, parce que les Japonais adorent les centres commerciaux. On continue avec la plus haute tour de la ville qui fait 170 mètres. Celui-ci aussi, bon, il est un peu tronqué parce que du coup, il ne rentrait pas dans l'image. Et un 5e, toujours au même endroit, qui est en souterrain entre le rez-de-chaussée et le niveau du métro, et qui relie les 4 entre eux, et qui aussi, évidemment, a énormément de boutiques. Donc en gros, quand on s'ennuie, on va à la gare, et on ne s'ennuie plus. C'est plutôt bien. Ensuite, au sud de la gare, il y a le quartier de Odori, avec la magnifique tour de la télévision, qui vous rappellera sûrement une tour qu'il y a aussi à Paris, parce que les Japonais aiment beaucoup la tour Eiffel, donc ils en construisent plein qui ressemblent. Mais celle-là est beaucoup plus petite, elle fait que 110 mètres de haut. Et donc voilà, vous la voyez de jour et de nuit, parce qu'ils aiment bien l'allumer aussi. Et la vue depuis la tour, ça donne ça, sur le parc Odori, donc c'est le plus grand parc de la ville, mais comme vous pouvez le voir, il est tout en longueur. En largeur, il doit faire 40 mètres à tout casser. Donc c'est vraiment tout en longueur, et là ça va sur 1 kilomètre. Et donc voilà, et donc on voit les montagnes et tout. Donc je vous demande juste de prêter attention à cette petite montagne que vous voyez là, on va y revenir tout à l'heure. Et au petit point qu'il y a juste là aussi, je vais y revenir. On va y faire un tour aussi. Donc voilà, d'autres vues des montagnes depuis la tour. Enfin, voilà. Moi j'adore, hein, ça change tellement de la Bretagne que c'est un plaisir pour les yeux. Ensuite, juste à côté du parc, c'est la tour de l'horloge. Donc c'est le plus vieux bâtiment de la ville qui a 135 ans. Parce que Hokkaido a été habité par les Japonais uniquement à la fin du 19e siècle. Donc, au final, il y a très très peu de vieux bâtiments. Donc voilà, 135, c'est le plus vieux. Et donc on peut voir que les Américains aussi ont passé pas mal de temps sur l'île d'Hokkaido au début. Donc on voit l'influence américaine sur le bâtiment en bois, comme ça. Donc voilà, donc c'est toujours la même horloge. On ne peut pas aller à Sapporo sans prendre sa photo devant la tour de l'horloge, sinon on a raté son séjour. Sinon ça ne va pas. À l'est de la ville, un musée qui peut intéresser pas mal de gens, c'est le musée de la bière, parce que Sapporo fait sa propre bière, donc la bière Sapporo. Donc voilà, donc bon, on voit que des bouteilles de bière tout du long, c'est plutôt pas mal. Au nord-est, c'est un parc d'art moderne, comme vous pouvez le constater sur les figures géométriques improbables. Et en fait, ce qui est intéressant sur ce parc, donc là c'est vu du haut d'une colline artificielle, la colline en question. Donc les petits points là, c'est des gens. Donc elle est quand même assez haute pour une colline artificielle. Et la particularité de ce parc, en fait, c'est qu'il y a 25 ans, c'était une décharge publique, enfin une décharge sauvage. C'était des déchets partout. Et au final, il y a un architecte de la ville qui s'est dit, il y en a marre, on va faire autre chose. Et donc du coup, ils ont construit un parc autour. Donc à l'intérieur de cette colline, c'est des déchets. Ils ont fait la colline en accumulant tous les déchets et en rajoutant après de la terre pour qu'il y ait de l'herbe et que ça soit plus joli, quoi.
Ensuite, donc voilà, la montagne que je vous pointais tout à l'heure, là tout au bout du parc Odori, c'est celle-ci, Maruyama, la montagne ronde, parce qu'elle est ronde. Voilà, ils ne se cassent pas la tête les Japonais quand ils nomment les choses. Donc là, en l'occurrence, avec les jolies couleurs de l'automne qui commencent à apparaître et tout. Moi, c'est une montagne que je voyais tous les jours, donc j'ai vu vraiment l'évolution parce que mon école est tout au bout de la rue, là, en fait. Donc du coup, c'était magnifique à voir tous les jours. Vous pouvez aussi voir les architectures pour les églises au Japon qui sont assez improbables, mais du coup, c'est sympa aussi, ça change. Et à Maruyama, on peut aller tout en haut de la montagne parce qu'elle n'est pas très très haute, elle fait que 400 mètres de haut. Donc il y a un petit chemin, il faut quand même être bien équipé parce que ça grimpe, c'est pas tout doucement, ça grimpe bien. Et c'est un chemin qui s'appelle le chemin des 88 dieux. Et donc en fait, tout au long du chemin, il y a voilà, des petites statues comme ça de divinités shinto qui, là en l'occurrence, sont bien habillées pour l'hiver. Ils sont protégés. Alors je ne sais pas exactement qui recouvre les statues comme ça, elles étaient déjà comme ça quand j'ai été faire le tour, mais voilà, je trouvais ça marrant, surtout avec les petits bonnets qui brillent, plein de paillettes. Sur une divinité, c'est toujours assez drôle. L'autre point que j'avais pointé au bout du parc Odori, c'est ça, la piste de saut à ski qui date des JO de 1972, donc qui n'est plus en service en ce moment. Mais par contre, on peut toujours aller en haut grâce à des petits télésièges. C'était la première fois de ma vie que je montais dans un télésiège, ça fait bizarre. Mais du coup, quand on est tout en haut, on a une sacrée vue de la ville. Depuis que je suis montée en haut de cette piste, j'ai beaucoup de respect pour les sauteurs à ski. Parce que quand on voit l'inclinaison de la pente, voilà, faut avoir envie de descendre. Donc là, maintenant, je vais juste finir sur Sapporo avec des images de neige. Parce que au Hokkaido, il fait froid, donc il y a de la neige. Et la neige, c'est trop bien. Donc voilà. Juste donc ça, c'est la montagne Maruyama que je vous montrais tout à l'heure, mais recouverte de neige, avec un arbre qui avait encore ses feuilles, le seul. Les autres avaient déjà tout perdu depuis 1 mois et demi. Voilà, un temple bouddhiste avec le cimetière. Et puis voilà, la capacité de support des petites baies aussi était assez impressionnante. Donc voilà pour Sapporo. Maintenant, je vais vous emmener... Ah non, oh pardon, j'ai oublié. On va parler un peu de nourriture quand même, parce que les Japonais, ils ne voyagent jamais sans manger la spécialité locale. Donc à Sapporo, ce qu'on mange beaucoup, c'est d'abord du nabe. Le nabe, en fait, c'est on prend une grosse cocotte minute, on prépare un bouillon, alors après, différents goûts, selon ce qu'on veut, en fait. Et après, on va rajouter de la viande, des légumes, un peu tout ce qu'on a envie, des nouilles, du chou, tout ce qui nous passe par la tête. On recouvre, on laisse mijoter, et c'est prêt. Et après, du coup, on le pose sur un petit réchaud, comme ça, au milieu de la table, et tout le monde se sert dans son petit bol à loisir. Donc voilà, c'est super bon. Autrement, à Sapporo, on mange beaucoup de ramen aussi. Et là, en l'occurrence, c'était les meilleurs ramen que j'ai jamais mangés de toute ma vie. C'est parce que, contrairement à la plupart des autres, il y avait beaucoup de viande. C'est ce que je reproche généralement au ramen, c'est que tu as 3 morceaux de porc et puis c'est tout. Là en l'occurrence, voilà, ça débordait, c'était un bonheur. Et autrement, une grosse spécialité, c'est le soup curry. Donc c'est une soupe au curry, avec des légumes, de la viande dedans et une assiette de riz à côté. J'avoue, j'ai beaucoup aimé ce plat, déjà parce qu'on peut choisir l'intensité d'épices pour le curry. Donc étant donné que je ne tolère pas du tout, enfin j'arrive pas à manger épicé, c'est super appréciable. Et j'ai bien aimé le fait que ce soit dans une assiette, le riz. Ça change en fait, c'est pas dans un bol comme d'habitude. Je sais pas exactement d'où vient cette façon de présenter, mais je trouvais ça sympa. Donc voilà, cette fois-ci c'est fini pour Sapporo. Et je vais vous emmener donc au lac bleu, qui, vous le remarquerez, porte bien son nom. Mais avant, je vais juste vous parler un peu, parce qu'en fait, voilà, Sapporo, Hokkaido, c'est vraiment pas du tout, c'est loin de Tokyo. C'est-à-dire que dès qu'on quitte un tout petit peu la ville, il y a des montagnes partout. Tokyo, la ville s'étend sur des kilomètres infinis. Sapporo, c'est assez petit comme ville, et du coup, voilà, on a à peine roulé en voiture pendant 10 minutes qu'on est déjà entouré de montagnes. Et en l'occurrence, ça peut donner des paysages comme ça. Et voilà, et donc quand on a 3 heures de route à faire, au final, c'est pas grave, parce qu'on en prend plein la vue pendant 3 heures, et donc c'est juste super. Et donc, ça, donc, c'était sur le chemin pour le lac bleu, et le lac bleu, il ressemble à ça. Et il est bleu, voilà. Et en fait, bon, c'est pas une super raison de pourquoi il est bleu, c'est de la pollution des onsen qui sont un peu plus haut sur la rivière, qui sont chargés en aluminium, et du coup, il est bleu.
parce que vous pouvez constater que les arbres qui ont les racines dans le lac sont morts. Donc voilà, c'est joli, mais c'est pas super écologique quand même. Donc voilà, d'autres petites photos, voilà, les volcans autour, enfin, trop bien. Ensuite, on est maintenant, c'était un voyage que j'ai fait début octobre à Obihilo. Donc en soi, en fait, j'ai pas beaucoup vu la ville parce qu'en fait, c'était assez particulier. J'étais avec mes colocs de Sapporo. On a passé en fait 2 jours dans un temple bouddhiste. Donc à dormir dans le temple, à participer à la vie du temple, parce qu'il y avait le jour de la culture ce dimanche-là. Donc c'était assez sympa, surtout du coup, voilà, pouvoir voir le temple au lever du soleil, comme ça, à 6h du mat'. Un peu dur un dimanche, mais du coup, c'est quand même super joli. Surtout voilà, d'avoir le sanctuaire juste pour soi. C'était sympa. Et en fait, pourquoi on a pu dormir dans un temple comme ça? Enfin, déjà, en fait, n'importe qui peut le faire. Il faut juste savoir qu'on peut le faire, en fait. Mais là, en l'occurrence, c'est que le prêtre bouddhiste de ce temple, c'était le père d'une de mes colocs de Sapporo. Donc, c'est pour ça qu'on a pu avoir l'occasion de faire ça. Et une autre super raison d'aller à Obihilo, c'est la spécialité locale, oui, toujours de la bouffe, mais parce que c'est un plat mais qui est tellement bon. Sur les 4 repas qu'on a mangés là-bas, je l'ai mangé 3 fois, pour vous dire, c'est le butadon. Donc en fait, vous prenez un gros bol, vous remplissez au moins la moitié de riz, et par-dessus, vous avez des tranches de porc, buta ça veut dire porc, et une sauce juste super bonne. Enfin voilà, c'était terrible. Et là, du coup, en l'occurrence, le repas, c'était avec des soba au thé vert froide, et puis une petite soupe miso là à l'intérieur et tout. Un bonheur. Enfin, la nourriture japonaise, de toute façon, pour moi, ça reste toujours un plaisir. Donc voilà pour Obihilo. Maintenant, on va aller juste à 1 heure en bus de Sapporo, Josankei, qui est une ville thermale. Donc une ville bourrée de onsen, ces bains à l'eau chaude naturelle. Donc voilà, un peu le paysage de la ville. En fait, dans cette ville, il y a énormément d'hôtels. Du coup, voilà, ils ont tous, à leur dernier étage, les onsen en question. Donc là, un exemple de onsen, alors c'est pas ceux où j'ai été à Josankei, parce qu'il y avait des gens à ce moment-là. Donc on ne prend pas de photos dans les onsen quand il y a des gens, pour la bonne raison que les gens sont nus. Donc ça se fait pas beaucoup. Enfin, à moins d'être vouloir marquer déjà touriste, ça se voit. Alors si en plus on se pointe avec son appareil photo, c'est fini. Mais là, voilà, c'était dans une autre ville où j'ai voyagé et là, il n'y avait personne. Donc j'en ai profité du coup pour prendre des photos, pour pouvoir expliquer. Donc le onsen, voilà, c'est pour se laver, donc on est nu. On n'a pas de maillot de bain dans le onsen, donc c'est séparé homme-femme, hein, pas de mélange. Donc c'est-à-dire quand on arrive, on va au vestiaire, on se déshabille. Ensuite, on va dans les petites douches comme ça. Alors on ne voit pas très bien parce que c'est super sombre. Mais là, il y a un petit tabouret. Donc du coup, on s'assoit sur le petit tabouret, on se lave, on récure, enfin pour être nickel. Et surtout, on se rince à fond pour qu'il ne reste pas de savon. Et ensuite, on peut rentrer dans le bain super chaud. Et là, on s'assoit, on nage pas dans le bain, hein, c'est un bain. Donc on s'assoit, on se pose, on se détend et c'est juste super bien. C'est vraiment un plaisir. Et donc, Josankei, donc voilà, c'est une ville thermale. Et donc, en fait, partout dans la ville, il y a des petits parcs comme ça, avec, entre autres, des onsen pour les pieds aussi, juste pour les pieds. Comme ça, on se balade, on se dit, tiens, j'ai mal aux pieds, j'ai trop marché, bah hop, on se déchausse, on s'assoit là, on pose les chaussures ici, on se retourne, on plonge les pieds dans l'eau et voilà, on se détend. Alors là, celui-là, il n'y avait pas de serviettes à côté, mais parfois, il y a même des distributeurs de serviettes juste à côté pour pouvoir ensuite se sécher les pieds. Ou autrement, généralement, ils sont équipés. Les Japonais, ils ont toujours leurs petites serviettes dans le sac, comme ça, toujours prêts. Donc voilà, maintenant, donc là, c'était un voyage que j'ai fait pendant 3 jours au mois de décembre. Je suis partie le 9 décembre. Donc sachant que la neige à Sapporo, c'est arrivé le 13 novembre, donc donc le 9 décembre, voilà, je suis partie au lac Toya, et malheureusement pour moi, alors si j'y arrive, ah oui non, malheureusement pour moi il avait plu, donc du coup il n'y avait plus de neige, j'étais un petit peu déçue. Mais voilà, et donc le lac Toya, ça a la particularité en fait d'être rond, avec une île ronde au milieu, mais c'est complètement naturel. C'est un lac qui a été formé, si je me souviens bien, il y a à peu près 10 000 ans, complètement naturellement, mais voilà, ça reste une géographie assez originale. Et donc moi, pendant mes 3 jours, je suis restée dans le sud, en fait. Je dormais dans une auberge de jeunesse juste ici, à côté d'un énorme volcan en activité. Et il y avait le petit village avec plein de onsen encore, les sources d'eau chaude, pas très loin en bus. Donc voilà, c'est ça, je vais vous montrer. Donc le lac, autrement, voilà, une vue un peu aérienne, ça donne ça, le lac. Comme ça, on voit
super géographie du lieu. Enfin, on en prend plein la vue. Moi, ce que je retiens de ces 3 mois au Sapporo, enfin, à Hokkaido, c'est on en prend plein la vue tous les jours. C'est super. Et donc, vue du niveau du lac, voilà. Alors moi, j'adore cette eau qui est super calme. J'ai grandi à Saint-Malo, au bord de la mer. L'eau calme, je ne connais pas beaucoup, donc là, c'est juste magnifique. Et la particularité de cette photo, c'est ce volcan qui, comme vous pouvez le voir, est recouvert, lui, de neige, alors que partout autour, il n'y a rien. Parce que ce volcan, c'est le mont Yotei, et il est à 42 km, en fait, de là où je suis. Donc, en fait, on voit que la moitié supérieure du volcan. Il est surnommé, d'ailleurs, le Fuji de Hokkaido, parce qu'il est, il est 2 fois plus petit que le Fuji, mais il a vraiment les mêmes proportions. Donc, en fait, quand on le voit de loin, il ressemble énormément au Fuji. Donc, voilà. Et super paysage. Et donc, j'ai parlé de onsen. J'ai eu de la chance, il n'y avait personne aussi. Donc, vous avez aussi de la chance, comme ça, je peux vous montrer des photos. Donc là, il était plus grand que l'autre. Il y avait 2 bains à l'intérieur. Et donc, vous pouvez déjà commencer à voir une super vue sur le lac. Et les bains à l'extérieur. Donc voilà, là, un petit donc, pour plusieurs. Mais ce que j'avais beaucoup aimé dans cet hôtel, c'est qu'il y en avait aussi juste des petits bains, comme ça, pour se poser tranquillou et avoir des gouttes de pluie ou des petits flocons de neige qui arrivent sur la tête quand on est au chaud, en regardant un paysage magnifique d'un lac avec ses super îles. Enfin, voilà, que demander de plus? Quand on est dedans, c'est juste un bonheur. Et donc, j'ai parlé aussi d'un volcan actif pour le lac Toya. Le voilà. Donc il fait 800 mètres de haut. Bon alors, volcan actif, oui, enfin, je m'étais renseignée avant quand même. Il rentre en éruption à peu près tous les 30 ans. La dernière, c'est en 2000. J'étais tranquille. Il n'y avait pas de risque. Et en plus, j'ai vu du coup un musée et tout à ce moment-là qui disent qu'en fait, c'est un des volcans qui est le plus facile à lire au Japon. Ce qui fait qu'en 2000, quand il y a eu l'éruption, c'était la première évacuation totale avant l'éruption réussie du Japon en 2000. C'est-à-dire qu'ils avaient su lire tous les signes. Tout le monde était parti, il est rentré en éruption, la ville a été un peu abîmée, mais du coup, aucune victime, donc voilà, donc je m'en faisais pas trop quand j'étais là-bas. Et donc, ce volcan, on peut aller presque en haut, en fait. Là, exactement, c'est l'arrivée du téléphérique. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer des photos de vue d'en haut, parce que là, ça a l'air bien, il n'y a pas de nuages et tout, mais quand j'étais en haut, il pleuvait des cordes et j'avais littéralement la tête dans les nuages. Donc ça donne rien, les photos c'est tout gris, mais voilà. Mais bon, rien que pour le fait d'avoir vraiment eu la tête dans les nuages, c'était plutôt pas mal quand même. Donc voilà, et puis bon, du coup on peut marcher, on peut marcher jusque là à peu près en haut, et après il y a un autre chemin qui descend derrière et on a une super vue sur un des cratères du volcan, parce que ce volcan a 5 cratères différents, vu qu'il est actif, il en crée un à peu près tout le temps. Et notamment, pendant une éruption qu'il a eue en 1946, il a aussi fait sortir ce volcan. Voilà, il a créé un autre petit volcan à 200 mètres de lui. Bon, celui-là, il fait à peu près 200 mètres, 200-300 mètres ouais, à peu près, donc il n'est pas très haut, mais qui, voilà, lui aussi, rentre en éruption aussi, en même temps que l'autre maintenant. Donc voilà, ils se font des amis, les volcans, c'est sympa. Mais voilà, mais j'adore, parce que voilà, là, c'est pas un nuage, hein, c'est la fumée qui sort du volcan, donc je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'avoue, moi, ça m'impressionne toujours quand même si je sais qu'il ne va pas rentrer en éruption. Il fume un peu quand même, si vous êtes sûr. Mais bon, les autres avaient l'air rassurés, donc tant mieux. Donc voilà pour le lac Toya. Et donc maintenant, je vais vous emmener donc le dernier voyage que j'ai fait quand j'étais sur Hokkaido. Donc c'était la même semaine, donc là j'ai commencé, c'était le 11 décembre, et je suis partie à Wakkanai, donc qui est à 330 km de Sapporo. Donc c'est Rennes-Paris, en fait, c'est pour vous faire une idée de la distance. Sauf que malheureusement, ils n'ont pas le TGV, comme nous, entre Rennes et Paris. Ils n'ont que des trains qui sont aussi faits pour pouvoir rouler sur 60 cm de neige, donc ça aide. Donc c'était 5 heures de train. Donc bon, on prend son mal en patience. En même temps, tout du long, on voit plein de paysages enneigés. Enfin, moi, j'adore la neige. Je me plains pas. Et donc, voilà, une fois arrivé à Wakkanai, on arrive dans un monde blanc. C'est là, en fait, donc ça se voit pas forcément. J'ai pris d'autres photos, ça se voit pas, mais on fait plus de différence entre le trottoir et la route. C'est parce que quand il y a 50 cm de neige, de toute façon, par terre, on sait plus tellement où et quoi. C'est l'entrée des maisons, plus rien ne se voit, tout est blanc. Donc un coup, on marche tranquillement, un coup, on s'enfonce de 40 cm.
Si on est équipé, ça va, le jean est à proscrire. Un pantalon imperméable est nécessaire pour être sûr de ne pas geler avant la fin de la journée. Donc voilà, donc ça c'était la vue depuis mon hôtel là-bas. Et ça c'est dans les rues. Alors c'est une montagne de neige en fait, c'est comme ça, là, une petite montagne que les chasse-neige voilà, déblayent quand ils déblayent la route un petit peu quand même pour éliminer la poudreuse. Et donc là, pour vous donner une idée de la hauteur, c'est à peu près 2 mètres. Donc déjà en plus, c'est sur ce qui était le trottoir avant. Donc au final, voilà, quand il neige, on s'en fout, on marche sur la route, on traverse la route où on peut, les voitures savent, tout le monde fait attention, tranquille. Le plus dur au final, c'est les passages piétons, parce que du coup, là, c'est là où il y a les routes, donc c'est le plus usé. Et donc du coup, ça glisse. Donc ça on apprend très vite à ne plus marcher sur les bandes blanches, parce que sinon, on finit à plat sur la route. Après avoir vu un Japonais tomber devant moi, j'ai appris à faire attention. J'ai eu quelques moments troublés, un petit peu douteux, mais je suis contente de pouvoir dire que je ne suis pas tombée. Mais en même temps, je n'ai pas fait tout l'hiver à Hokkaido, donc j'ai moins de mérite. Alors là, c'est dans le port de Wakkanai. Donc Wakkanai, c'est une petite ville. Hein. C'est la ville la plus au nord du Japon, mais voilà, c'est tout petit. Et moi, personnellement, donc, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi à Saint-Malo, donc dans une ville portuaire aussi. Mais ce genre de truc, j'en ai jamais vu. Et en fait, c'est un dôme qui est... En fait, de ce côté-là, c'est le nord et le vent, en fait. Donc ils ont construit ce dôme pour protéger les quais qui sont juste là du vent, pour pouvoir décharger et charger les bateaux de pêche sans problème, en fait. Donc du coup, voilà, mais c'est juste super impressionnant. Il fait 4-5 mètres de haut. C'est assez colossal. Et donc, un autre truc super à voir quand on est à Wakkanai, et c'est pour ça que je suis partie dans cette ville la plus au nord du Japon, c'est que du coup, il y a aussi le point le plus au nord du Japon, pas très loin, à 1 heure en bus, le Cap Soya. Voilà, avec son magnifique monument, et sa touriste devant. Donc, comme vous pouvez le constater, il faisait froid, vu les vêtements que je porte. Hein. À ce moment-là, il faisait -7. Il y avait des rafales à je ne sais pas combien de km/h, mais très fortes. Et il y avait en même temps des averses de neige compactes. Donc voilà, mais après, j'étais toute seule. J'avoue, moi, je m'étais renseignée sur le Cap Soya, sur toutes les photos, c'était en été, il y avait 15 bus devant, une foule pas possible. Quand le bus m'a déposée, j'étais toute seule et j'avoue, j'ai adoré. Enfin, voilà. Avoir le point le plus au nord du Japon, juste pour moi, c'était quand même plutôt terrible. Mais voilà, mais bon, en plus, voilà, même s'il fait froid, quand on est bien habillé, ça passe. Et donc voilà, donc, je vous mets dans l'ambiance, donc toute seule, il n'y a pas un touriste, il n'y a pas un habitant du petit village à proximité, on voit qu'il y a un magasin ouvert, mais il n'y a personne. J'étais en train de me balader, parce qu'il y a une petite colline juste derrière avec plein de monuments, donc je me balade sur la colline avec les monuments, et d'un coup, il y a un panneau qui indique des villes du monde et du Japon. Donc il indique Tokyo, tant de kilomètres, telle direction, ok. Les îles Sakhalines de la Russie qui sont en fait au large à 40 km, ok. Anchorage, aux États-Unis, je ne sais plus combien de kilomètres, d'accord. Et tout d'un coup, Grenoble. Voilà. J'avoue, je ne m'attendais pas à ça. Hein. C'est petite française paumée, d'un coup, c'est pardon. Donc voilà, c'est les Japonais qui aiment la France. Hein. C'est fou à dire parce qu'à Grenoble, je ne pense pas qu'il y ait un panneau qui indique le Cap Soya à 10 639 km. Mais au Cap Soya, il y a un panneau qui indique Grenoble. Donc voilà, je me suis mis à rire toute seule. Donc quand j'ai vu ça, j'étais contente du coup d'être toute seule. Mais voilà, c'est dingue. C'est ces moments comme ça qui font que oui, le Japon, j'y retournerai encore et encore parce que c'est juste magique. Donc voilà, je vais finir cette conférence sur cette jolie photo du Cap. Voilà, voilà, j'ai juste plus rien à dire. Donc voilà, merci d'être venu, c'est super cool. Donc voilà, encore, il y a encore plein d'autres villes super à voir, mais avec des icebergs flottants qui se déplacent. Enfin, voilà. Allez-y, c'est trop bien.